Bien, un grand merci à Mariera et à Véronique Michewski de me donner l'occasion de parler de ce projet qui me tient très à cœur, qui me porte même en ce moment, c'est-à-dire la création d'un institut contemporain de l'enfance qui serait fondé sur 3 piliers, dont je vais dire un mot: la pédagogie, la psychopathologie et la psychanalyse. Alors en fait, pour moi, les choses viennent d'assez loin, puisque j'ai souvent eu l'occasion de le dire, j'ai été formé en grande partie par Michel Soulet, qui m'a toujours transmis l'idée que à propos de transmission des connaissances, justement, dans notre champ de la pédopsychiatrie, il fallait non seulement enseigner un certain nombre de choses à l'université, à l'attention des médecins et des psychologues, mais aussi dans les lieux de formation, qui sont en général non universitaires, plus associatifs. La formation est pour les personnes qui ne sont ni psychologues ni médecins, mais qui ont un lien en direct sur le terrain avec les enfants, les bébés, les enfants, les adolescents. Et ces deux cibles sont essentielles pour vraiment avoir une diffusion des idées qui soit efficace. Et l'enseignement et la formation, ce sont deux choses tout à fait différentes. À l'université, c'est mon cas, enfin c'est le cas de tous les enseignants à l'université. À l'université, on transmet des savoirs. Bon, alors évidemment, les étudiants, dans les bons cas, s'identifient à une certaine façon de penser de l'enseignant, mais enfin, l'objectif premier, c'est la transmission des connaissances en tant que telles, alors que dans les formations, il s'agit non seulement de se transmettre un certain nombre de savoirs, mais aussi de se transmettre une façon d'être différente. Il y a le mot formation dans transformation, il y a quelque chose qui doit se transformer au niveau du regard des personnes concernées sur les enfants, sur le développement, sur l'évolution des connaissances. Et souvent la formation se fait d'ailleurs en plus petits groupes. Les enseignements peuvent se faire aussi en petits groupes, mais ils se font souvent dans des grands amphis. C'est vraiment deux objectifs différents, mais très complémentaires. Et Michel Soulet avait certainement raison d'insister là-dessus. Alors c'est vrai que pendant longtemps j'ai pensé que cet institut devrait légitimement s'appeler l'Institut Michel Soulet. Aujourd'hui je suis en train de réfléchir avec d'autres personnes bien entendu à sa dénomination définitive. Peut-être que la notion d'institut contemporain de l'enfance permettrait de plus insister sur la question de la modernité épistémologique qui est tout ça. Mais bien entendu, même si l'institut ne s'appelle pas un jour l'Institut Michel Soulet, la référence à la pensée de Michel Soulet sera très présente dans tout ça. Alors, la pédopsychiatrie, la psychologie, la psychopathologie de l'enfant concerne le bébé, l'enfant et l'adolescent. Toute cette période donc qui mène à l'âge adulte. Et l'idée c'est de décliver un certain nombre de choses. Et donc les 3 piliers dont je parlais tout à l'heure, la pédagogie, la psychopathologie et la psychanalyse, méritent peut-être quelques mots. La psychanalyse, d'abord parce que je suis moi-même, j'ai été pédiatre et je suis pédopsychiatre, mais je suis psychanalyste à l'Association psychanalytique de France. Mais la psychanalyse, contrairement à tout ce qu'on dit en ce moment, reste extrêmement moderne d'un point de vue épistémologique, et il faut arriver à le faire sentir, à le faire comprendre, non seulement aux professionnels, qui sont la première cible de cet institut, le premier objectif, le premier usager sans doute de cet institut, mais aussi au grand public, qui pour l'instant vit sans doute sur des caricatures un petit peu réductrices. Donc la psychanalyse, et je pense personnellement qu'elle est très attaquée à cause de ça, garde une modernité épistémologique qui, du point de vue de la recherche d'ailleurs, est très concurrentielle avec les recherches quantitatives. La psychanalyse est loin d'être morte. Si elle était morte d'ailleurs, elle ne susciterait pas autant de remous d'attaques. Aujourd'hui, on a des attaques très fortes sur la psychanalyse dans le champ de l'autisme, et le problème est beaucoup plus vaste. L'attaque se fait contre la psychanalyse en général, et derrière ça, il y a l'attaque contre le soin psychique. Et cet institut a vocation
a insisté beaucoup sur cette dimension du soin psychique. Et derrière l'attaque sur le soin psychique, il y a aussi une attaque sur les sciences humaines. Et ça, c'est catastrophique, parce que les sciences humaines font partie des sciences narratives, souvent, plutôt que des sciences expérimentales. Mais les sciences humaines ont toute leur place à l'université. Je dirais même que les sciences humaines ont fait d'ailleurs la renommée depuis plusieurs siècles de l'université française, et que s'attaquer aux sciences humaines, c'est s'attaquer à la pensée, c'est s'attaquer à la liberté de penser. C'est une catastrophe dont chacun voit bien les dérives terribles possibles. Voilà, donc un premier pilier, la psychanalyse. Le deuxième pilier, la psychopathologie, parce que depuis quelques années, j'ai la responsabilité de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, et que ce concept-là vraiment me paraît extrêmement important. Il est en grand danger en ce moment. Je raconte souvent que dans une faculté de médecine, par exemple, les médecins qui ne deviennent pas psychiatres ou pédopsychiatres, ceux qui vont devenir chirurgiens, médecins généralistes ou autres, peuvent tout à fait terminer leurs études sans avoir même jamais entendu le mot de psychopathologie, ce qui est vraiment catastrophique, parce que ce mot, soi-disant, serait un peu démodé, un petit peu arrangé parmi les accessoires démodés. Je ne le crois pas du tout. Et d'ailleurs, on ne devrait pas parler de la psychopathologie, mais des psychopathologies. Quand on pense psychopathologie, beaucoup de personnes pensent à la psychopathologie psychanalytique. C'est sans doute celle qui a été le plus développée dans notre pays, dans toute l'Europe du Sud d'ailleurs, enfin en tout cas dans notre pays. C'est donc la plus ancienne, peut-être la plus approfondie, mais aujourd'hui, il y a d'autres composants de la psychopathologie qui se développent très vite. Il y a d'abord une psychopathologie systémique et familiale, ça chacun le sait bien. Il y a une psychopathologie de l'attachement qui se développe progressivement. Il y a une psychopathologie cognitive, et il y a même une psychopathologie plus récente qu'on appelle la psychopathologie développementale, qui essaie de montrer toute une série de cercles vicieux qui peuvent s'installer, notamment en référence aux théories de Bayes du développement. Voilà, donc personnellement, je ne parle plus de la psychopathologie, mais des psychopathologies, et quelle que soit la composante, psychanalytique, systémique, cognitive, attachmentiste ou développementale, le point commun de toutes ces composantes psychopathologiques, c'est d'essayer d'articuler les déterminants internes du développement, la part personnelle du sujet, son équipement neurologique, génétique, biologique, même quand on est psychanalyste, et c'est évident que ces déterminants internes existent, mais de les nouer, de les intriquer, de les tisser avec les déterminants externes, c'est-à-dire l'environnement, là aussi dans toutes ses composantes, culturelle, familiale, sociale, relationnelle, politique même, peut-être. Dans une circonstance en ce moment particulière, quand je vais parler des bébés à des adolescents dans une zone d'éducation prioritaire, je fais ça depuis une dizaine d'années avec le plus grand plaisir, j'ai des questions étonnantes d'adolescents qui me disent « mais qu'est-ce que ça peut avoir comme impact pour un bébé d'être élevé dans une dictature ?» Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je leur ai répondu que personne, même dans les plus grands congrès, ne m'avait posé ce genre de questions, et qui sont pourtant tout à fait fondamentales, vraiment, vraiment importantes. Voilà, donc la psychopathologie, c'est les psychopathologies, dans les diverses composantes, sont vraiment la plaque, enfin le lien, c'est l'outil conceptuel commun entre les psychologues et les psychiatres. Entre les psychologues d'enfants et les pédopsychiatres, nous partageons cet outil conceptuel. Il faut s'y accrocher pecs et ongles, parce que si la psychopathologie disparaît, c'est toute une vision intégrée de la pédopsychiatrie qui disparaît. Et qui, on le voit bien, si on perd l'outil psychopathologique, on va vers une pédopsychiatrie clivée, entre un pôle qui serait purement endogène, quasi neurologique, neurodéveloppemental. Le terme de neurodéveloppemental n'est pas choquant en lui, mais il est souvent employé de manière vraiment très réductrice, et un pôle purement exogène, lié par exemple aux actions, aux effets du traumatisme. Or, le plus passionnant, mais le plus difficile aussi, mais enfin le plus passionnant, c'est d'essayer de travailler justement à cette interface du dedans et du dehors, les facteurs internes, les facteurs externes, les composantes personnelles, les composantes relationnelles, c'est ça l'enjeu principal de la psychopathologie, des psychopathologies, donc qui sont le deuxième pilier de cet institut contemporain de l'enfance. Et puis le troisième,
la pédagogie, c'est parce que en France, dans d'autres pays, le courant pédagogique est très développé. En France, un petit peu moins. Les grands pédagogues du XXe siècle ne sont pas tellement connus, les professionnels de la petite enfance, et sans doute parce que je travaille à l'association Picler-Logzi France, que je préside depuis 2007. Amy Picler aura été une des grandes pédagogues du XXe siècle, et il me semble que si on veut vraiment apporter une histoire des idées, une histoire des pratiques aux professionnels, faire bien connaître la pédagogie et les pédagogues, me semble important. Il y a une pédagogie du développement, il y a une pédagogie dans la formation, il y a une pédagogie aussi dans le fonctionnement institutionnel. C'est quelque chose c'est un domaine, un champ tout à fait intéressant. Voilà, donc, Institut contemporain de l'enfance. L'enfance, c'est bébé, enfant, adolescent. Les trois piliers que j'ai en tête, donc pédagogie, psychopathologie au pluriel, psychanalyse. Et l'objectif principal d'un tel espace, c'est d'essayer de rassembler toute une série d'activités, d'enseignement, de formation et de recherche pour la formation des professionnels, la formation au sens large, c'est-à-dire universitaire et non universitaire. Dans ma démarche, je crois que le maître mot, c'est celui de déclivage. Je viens de dire un petit mot pour montrer que la psychopathologie peut décliver aussi le travail des psychologues et le travail des psychiatres. Cet institut qui regrouperait les activités d'enseignement et les activités de formation, de fait, décliverait le monde universitaire du monde non universitaire sur le terrain, associatif ou clinique. Et même du point de vue de la recherche, parce que c'est enseignement, formation et recherche, même du point de vue de la recherche, il y a aussi une visée de déclivage, parce qu'actuellement la plupart des recherches sont faites, en tout cas sont conçues, dans le domaine universitaire. Et puis ensuite, elles sont appliquées à droite ou à gauche quand les universitaires cherchent des bassins de population, comme on dit. Je pense aujourd'hui qu'il faut faire autrement. Et on a peut-être une occasion d'ailleurs avec les dispositifs territoriaux, puisque les dispositifs territoriaux, je ne sais pas s'ils verront le jour facilement. Le territoire de l'Île-de-France est peut-être d'ailleurs un petit peu plus complexe que certains autres territoires en France, mais les dispositifs territoriaux sont faits pour décliver aussi le champ universitaire du champ non universitaire dans l'enseignement, la formation et la recherche, et faire que les recherches puissent être vraiment conçues, portées, mises en œuvre conjointement dans le monde universitaire et le monde non universitaire. Ce qui fait que dans cet institut, bien entendu, du fait des associations qui sont impliquées ou qui le seront, il y a des terrains cliniques qui pourront servir soit d'application pour les stages de formation, mais aussi pour des terrains de recherche. Et à ce propos, j'insiste sur quelque chose, c'est qu'on a une occasion à ne pas rater, c'est que les recherches aujourd'hui deviennent mixtes. Pendant très longtemps, on n'a eu que des recherches quantitatives, expérimentales, calquées sur le modèle des sciences dites pures et dures. Les sciences humaines ne sont pas par essence impures et molles, elles sont simplement différentes. Elles sont narratives et non pas expérimentales. En tout cas, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les recherches sur le mode quantitatif ont produit des effets, ont produit des résultats, mais elles s'appliquent difficilement quand même au monde de la subjectivité, de l'intersubjectivité, de la clinique psychopathologique et psychiatrique. Et aujourd'hui apparaissent, ou réapparaissent, en tout cas apparaissent, des méthodes dites qualitatives qui sont extrêmement importantes, qui sont publiables maintenant, désormais, depuis peu, dans les grandes revues internationales, Impact Factor, et qui sont centrées souvent sur un point de vue, alors peut-être pas psychanalytique, mais en tout cas plus phénoménologique, pour essayer de rendre compte du vécu des patients, des équipes. C'est vraiment extrêmement intéressant, et ces approches mixtes, qualitatives et quantitatives, peuvent tout à fait, à mon sens, être portées par des terrains mixtes, là aussi, universitaires et non universitaires. Alors, cet espace que j'ai vraiment envie de créer, mon modèle interne, bon, c'est peut-être pas très modeste de dire ça comme ça, mais mon modèle interne, c'est un petit peu la Tavistock Clinic à Londres.
qui vraiment a organisé des parcours de formation concernant les différents professionnels de l'enfance qui peuvent entrer par une porte, finalement faire autre chose ensuite en complément, et puis les différentes composantes ont inventé aussi des offres d'enseignement ou de formation commune, donc de dessiner pour chaque professionnel en fonction de ce qu'il est, en fonction de ses besoins, des parcours de formation qui soient créatifs. Et dans cette établissement clinique et également dans d'autres instituts de formation avec lesquels j'ai l'occasion de travailler en Amérique du Sud en particulier, une grande ouverture sur le monde de la culture. Et je crois que la psychanalyse, par exemple, ne peut pas cesser de s'intéresser au monde de la culture. La psychanalyse, c'est pas un petit domaine technique restreint, clos sur lui-même. C'est une ouverture qui permet aussi d'explorer la culture, les arts, l'architecture, la peinture, les arts plastiques. Freud était très curieux de sa culture ambiante de l'époque. Bon, à l'époque, il était très intéressé, bien sûr, par les arts plastiques, un peu moins par la musique, mais il s'intéressait aussi à des sciences autres, l'hydraulique, par exemple, qui inspire beaucoup les modèles psychanalytiques premiers. Voilà, donc je crois que la psychanalyse a tout intérêt à se rebrancher sur les questions de l'art, des sciences autres, et pour le grand public, d'ailleurs, c'est sans doute une façon de mieux comprendre ce que les psychanalystes veulent dire, et que le grand public ne s'en tienne pas à des caricatures vraiment très disqualifiantes qui circulent aujourd'hui. La psychanalyse a été la grande aventure de la pensée du XXe siècle. Winnicott disait que ça a été le grand jeu de la pensée le plus sophistiqué. Ça le reste à bien des égards. Et peut-être que cet institut, tout en étant centré sur la formation et l'enseignement et la transmission des savoirs et des façons d'être pour les professionnels, peut aussi être une occasion pour le grand public de s'intéresser à toute cette richesse réflexive. Voilà, alors tout ça n'est pas facile évidemment à organiser. Ça me donne quand même l'occasion d'essayer de rassembler toute une série d'activités dans lesquelles je suis d'ores et déjà impliqué. D'ailleurs, à l'occasion de cette pensée de l'Institut contemporain, je m'aperçois que finalement, ça doit être vrai pour chacun, mais enfin, je le ressens pour moi. Il y a une certaine cohérence à tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, tant mieux pour moi. Voilà, parce qu'on peut j'espère pouvoir rassembler dans cet institut toute une série d'enseignements universitaires. Et là, je suis évidemment en bonne compagnie avec des gens comme Marie-Rose Moreau, qui s'intéressent à ce projet, Pierre de Lyon, Sylvain Missonnier. Avec eux, d'ailleurs, on a monté récemment une université ouverte du bébé qui s'adresse à des personnes pas toujours universitarisables au sens individuel, mais toutes les professeurs de la petite enfance qui, en formation initiale, viennent partager un certain nombre de questionnements. Depuis 2-3 ans, cette université ouverte existe à Paris 5. C'est magique, hein, c'est un espace de pensée qui est à la fois très intéressant de partager des questionnements très tôt entre professions diverses, en espérant d'ailleurs qu'après, les personnes puissent travailler plus facilement, de manière transdisciplinaire. Et puis, c'est très affectivement aussi très intéressant de voir des jeunes étudiants de différentes filières, universitaires ou non, qui se découvrent mutuellement et qui prennent du plaisir à penser ensemble. Voilà, ce modèle de l'université ouverte du bébé est très central pour moi dans cette ligne d'enseignement qui serait une des lignes de l'Institut contemporain. La deuxième, c'est la ligne des formations. Je suis impliqué. Alors, pour l'instant, l'épine dorsale de cette ligne de formation, c'est bien sûr le COPES, qui est une des composantes du CEREP dont j'ai la responsabilité, et puis l'association Pinclair-Loxy-France dont je parlais tout à l'heure, qui sont déjà deux établissements forts en termes de formation, mais il y a aussi la CIPA, il y a aussi autour de la question de l'autisme, il y a aussi peut-être Préhaute, l'association de formation aussi des psychothérapeutes psychanalystes d'enfants et d'adolescents dont je m'occupe dans le cadre de la Fédération européenne des psychothérapeutes psychanalystes d'enfants et d'adolescents. Voilà, donc il y a toute une série de lieux associatifs qui pourraient s'agréger là.
une association de formation aussi des psychothérapeutes psychanalytiques d'adolescents et d'adultes qui est animée actuellement par Sylvain Missonnier et Alain Braconnier, qui sont partie prenante bien sûr de ce projet. Et puis une troisième ligne, c'est bien sûr les terrains dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les terrains cliniques, soit pour l'application d'un certain nombre de choses, des stages cliniques, soit des terrains de recherche pour les objectifs de recherche que j'ai évoqués précédemment. Voilà, alors peut-être ce projet est trop ambitieux, je ne sais pas. Pour l'instant, encore une fois, il me donne une certaine cohérence par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'espère vivement y arriver. Je sais que le CEREP est un partenaire fiable et très impliqué dans toute cette démarche. Je l'en remercie vivement. Et j'ajouterai un dernier mot peut-être pour dire que quand on dit bébé, enfant, ado, le bébé c'est la périnatalité, c'est-à-dire que c'est pas seulement le bébé né, c'est aussi le bébé de la conception jusqu'à l'avènement, disons, du langage verbal, 18 mois, 2 ans. Mon mot de conclusion serait pour dire que si ce projet voit le jour, ce que j'espère vivement, je pense que ça peut être une pierre apportée vraiment à la défense de la pédopsychiatrie, qui est en très grande difficulté en ce moment. Chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, ici ou là ou dans la presse, je le dis, nous en sommes tous conscients. Le ministère de la Santé aujourd'hui en est très conscient aussi, mais il faut vraiment repenser les choses dès le départ, c'est-à-dire quel modèle la pédopsychiatrie se donne, purement organique, purement exogène ou au contraire psychopathologique. Comment créer des vocations suffisamment tôt et suffisamment profondes, quel modèle d'études. Enfin, il y a vraiment tout à repenser et l'offre d'enseignement-formation un petit peu intégrée telle que l'Institut Contemporain, j'espère, pourra concourir à une revalorisation de ce champ pédopsychiatrique en danger dans notre pays actuellement.